Très ravi de vous retrouver sur ATM2. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Entre nous qui reçoit ce soir des jeunes de la diaspora, mais aussi une représentante du ministère en charge des Maliens de l'extérieur. Nous allons, dans ce numéro, évoquer la problématique des défis des jeunes de la diaspora. Avant donc d'ouvrir le débat, je vous propose donc la présentation de nos invités. Eh bien, elle est signée Cheikh Fantamadine Ndiaye. Pour débattre autour de ce thème, Ibrahim Traoré, le débat entre nous reçoit comme invité pour ce numéro le docteur Bakary Toumagnon, expert en suivi-évaluation et formateur en santé publique. À cheval entre le Mali et la France, le docteur Toumagnon s'est donné pour mission d'apporter son savoir-faire et son expertise au développement du Mali. Ainsi, ce quarantenaire consacre une bonne partie de ses activités à la formation des jeunes et au renforcement des capacités des acteurs évoluant dans l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, bref, tout ce qui a trait au développement durable. Ces différentes activités menées par le docteur Toumagnon arrivent à être formalisées aujourd'hui grâce à la mise en place de son groupe qui regroupe à la fois le cabinet conseil, l'école des hautes études en santé publique et le cabinet Esprit Malien spécialisé dans le développement durable. Quant à notre deuxième invité, Chérif Mohamed Lamine Aïdara, est un Malien résidant en France. Bien qu'il soit loin du Mali, il met toute son énergie et son savoir-faire au service du développement de son pays natal. À travers la mise en place de son cabinet, il joue un peu le rôle de trait d'union entre les entrepreneurs maliens et chinois dans le but de faciliter la transaction. Parallèlement à cette activité, le jeune Chérif Aïdara, âgé de 28 ans à ce jour, a développé un projet d'énergie renouvelable pour faciliter l'accès à l'électricité dans les zones rurales. Le dit projet est en phase test, mais bientôt va être concrétisé. En face de Chérif Aïdara, le docteur Tchefin Sissoko est aussi basé en France. Spécialisé en sociologie de l'éducation, enseignant-chercheur en conduite de projets en management et évaluation de politique d'enseignement supérieur, le docteur Tchefin préside aujourd'hui l'association de la diaspora professionnelle universitaire et scientifique des Maliens de France. Avide de savoir, il est parti à l'Hexagone avec l'argent de sa seule inscription en poche. Il s'est débrouillé en accumulant plusieurs petits métiers pour financer ses études universitaires. Tant bien que mal, il a réussi à avoir son diplôme. Depuis, son combat est de participer et faire participer toute la diaspora malienne à la reconstruction du Mali. Car les Lions du Mali, ils ont aussi un rôle déterminant dans ce vaste processus. Et pour compléter ce plateau, notre quatrième invité est une habituée du débat entre nous. Représentante de l'autorité gouvernementale, Tangara Nema Guindo est conseiller du ministre des Maliens de l'extérieur. Depuis son arrivée auprès du ministre en 2014, cette titulaire du doctorat en archéologie a fait de sa mission la lutte contre la migration irrégulière. En plus de cela, elle part permanemment en contact de la diaspora malienne pour leur expliquer la nécessité de leur contribution au développement du Mali. Voilà ce qu'il faut savoir des invités de ce numéro, Ibrahim Traoré. À présent, bon débat. Merci, Cheikh Fantamadine Ndiaye. Madame, Messieurs, bonsoir. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau entre nous. Ma première question s'adresse à vous, Monsieur Chérif Mohamed Lamine Aïdara. Comment vous vous portez, vous, de la diaspora aujourd'hui? La diaspora se porte très bien. Moi, je suis de la diaspora malienne, mais en France. D'accord. Aujourd'hui, en ce qui me concerne, j'ai une volonté de vouloir revenir au Mali pour pouvoir essayer de contribuer au développement du Mali, d'un point de vue entrepreneurial. Vous portez bien, tout est rose, on en saura davantage au cours de ce débat, Inch'Allah. Oui. Tout n'est pas rose. Je parle de mon cas, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans mon cas, et je pense qu'on a l'occasion d'en parler. D'accord. Monsieur Tchefin, docteur Tchefin Sissoko, vous êtes président de l'association, on l'a dit, de la diaspora professionnelle, universitaire et scientifique malienne de France, APUMAF, c'est ça? APUMAF, absolument. D'accord. Tout va bien, ça va? Bon. Très bien, on essaye de faire avancer les choses, parce qu'en tant que jeunes de la diaspora, nous pensons beaucoup à notre pays, qui nous manque aussi, parce que nous sommes en dehors de ce territoire. Et donc,
quand on voit l'actualité malienne, puisqu'il y a eu pas mal de conflits, il y a eu pas mal de crises au Mali, et donc quand on est de l'extérieur, c'est quelque chose qui nous préoccupe grandement. Et donc on pense toujours au Mali, et puis encore plus fort quand on est à l'extérieur. D'accord. Docteur Bakary Toumagnon, c'est bien ça, hein? Tout à fait. Et vous êtes consultant et expert en évaluation de projets de développement. Oui. Vous avez assez de défis au niveau à l'étranger? Tout à fait. Et il existe des défis à l'étranger, des défis à l'intérieur du pays. Nous avons la chance, avec l'ensemble de la diaspora, d'être sur deux continents, deux pays, de voir d'autres choses qui se passent ailleurs, de voir les réalités de notre pays, d'être interpellé, d'être demandé pour évaluer ces projets-là. Et ces projets et ces défis se posent à tous les niveaux, au niveau de la santé, au niveau de l'agriculture, on voit l'agrobusiness qui se développe, au niveau des femmes, au niveau de l'entrepreneuriat. Donc je pense qu'avec une population très jeune, le Mali, avec une jeunesse aussi, avec du chômage, je pense qu'il y a des défis auxquels il faudra faire face. Docteur Tangara Nemakino, vous êtes habitué en tout cas désormais de ce plateau entre nous. Vous connaissez ces jeunes de la diaspora? J'imagine que vous êtes en contact avec ces jeunes de la diaspora, oui ou non? Oui, nous sommes en contact. D'accord. Et j'ai été une de ces jeunes de la diaspora il n'y a pas très longtemps. D'accord. Parce que moi aussi j'ai fait mes études là-bas avec Tchefi. Et est-ce que vous suivez au quotidien ou permanemment les défis auxquels sont confrontés aujourd'hui ces jeunes de la diaspora au niveau du ministère? Oui, nous suivons au quotidien parce que pas mal de jeunes... Vous agissez aussi? Nous agissons, pas mal de jeunes, surtout des regroupements de jeunes, qui ont l'intention de revenir au Mali s'implanter avec tout leur bagage intellectuel. Parce qu'au Mali, ils n'avaient pas en fait certaines formations. Ils ont acquis des expériences ailleurs et ils veulent mettre leur expérience en fait au profit de notre pays. Et ça, le ministère des Maliens de l'extérieur accueille ces jeunes vraiment à bras ouverts. Et nous faisons tout pour les appuyer en conseil et même dans les démarches. C'est-à-dire que s'ils arrivent pour implanter une entreprise, pour faire quoi que ce soit, souvent en fait l'administration, c'est partout, hein, l'administration est un peu lourde. Donc, s'ils arrivent, s'ils nous font appel, nous suivons leur dossier avec eux. Très bien. Monsieur Aïdara, vous disiez tout à l'heure en début d'émission que tout n'est pas rose. Tel? Je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir travailler. Enfin, moi, je suis effectivement d'origine malienne. Je n'ai pas beaucoup vécu au Mali. J'ai fait 5 ans en Chine quand mon père était à l'ambassade du Mali en Chine. J'ai principalement vécu en France. J'ai été amené à créer une structure entrepreneuriale à Paris très rapidement, qui m'ont permis vraiment de mettre en place des projets, de faire du conseil à l'export, parce que j'accompagne des entreprises de la diaspora en fait, qui vont aller en Chine pour faire du sourcing, et également des entreprises françaises en fait, qui ont vraiment pas qui connaissent pas la culture chinoise, qui savent pas parler la langue, parce que je parle le dialecte mandarin, et tout le processus de développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des entreprises qui veulent se développer à l'international, donc il y a des crédits d'impôt qui existent, que l'État français finance en fait pour ces entreprises qui veulent aller en Chine par exemple ou qui veulent développer leurs produits en Chine. Donc ces entreprises-là, je les accompagne en fait. Et aujourd'hui, j'ai qu'une volonté aujourd'hui, c'est de pouvoir venir à Bamako, effectivement faire le nécessaire et être accompagné au niveau juridique, administratif pour pouvoir le faire. On vous facilite la tâche ou pas? Ou vous n'avez pas encore engagé le processus? J'ai eu la chance de rencontrer un certain nombre de personnes et de ministres également, qui sont vraiment, notamment l'API aujourd'hui qui accompagne les entreprises à créer. Du fait que j'ai moins de 30 ans, il y a aussi la PEJ qui existe et apparemment la NPE qui sont là pour nous accompagner. Effectivement, j'ai laissé un message vocal à l'une des personnes de la PEJ, mais je prends l'initiative de partir dès l'après-midi en fait pour pouvoir les rencontrer, ces personnes, pour qu'ils nous aident vraiment à pouvoir mettre cette activité en place avant de repartir à Paris. D'accord. Monsieur Toumagnon, vous êtes très fréquent ici à Bamako. Est-ce que vous pensez que l'administration malienne de façon générale, l'État malien de façon générale, se préoccupe de vous qui vivez à l'étranger et qui voulez surtout revenir et travailler dans le pays? Écoutez, c'est difficile. Tout n'est pas rose. Tout ne peut pas être rose. La vie est un défi permanent. C'est vrai, madame l'a très bien dit, c'est que comme partout, l'administration est vraiment très lourde. Et en même temps, on peut avoir des bons projets, mais à un moment donné, il faut chercher des financements. Donc ça aussi, il y a des difficultés. Au-delà de cela, il y a aussi des difficultés d'ordre culturel.
Le métier que je fais ici, c'est consultant. Généralement, un consultant, c'est un vieux monsieur qui a fini sa carrière, auprès de qui on vient chercher des expertises. Donc, il y a cela, il y a la question de la culture. Autre chose aussi, au Mali, quand on est jeune, on est censé ne pas connaître. Parce qu'on pense que la connaissance appartient aux autres. J'ai envie de dire aux personnes en jeu. Et ça, c'est pas vrai. Et ça, c'est pas du tout vrai. Et l'expérience peut aider, le fait de voyager peut aider. Donc, je pense que si nous essayons de mettre ça tout en lien, ce que nous avons acquis ailleurs, il y a des Maliens de l'intérieur qui ont du talent, essayer de conjuguer tous ces aspects-là, je pense qu'on peut faire bouger notre pays. Vous pensez qu'aujourd'hui, on ne croit pas trop en la compétence de la jeunesse malienne, surtout de la diaspora? Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, il est important d'effectuer un changement dans toute cette façon de considérer notre pays. Le Mali ne se construit pas seulement... Changement à quel niveau? Changement sur le plan politique. Changement sur le plan politique, c'est d'abord un préalable important. Changement sur le plan culturel aussi, puisque les acteurs, les partenaires techniques et financiers travaillent depuis de longues dates avec le gouvernement, avec les mêmes acteurs. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'il est nécessaire de diversifier les acteurs qui peuvent contribuer au développement du Mali. Je donne un exemple simple. Aujourd'hui, quand on parle du Mali, ce n'est pas seulement des jeunes ou les intellectuels maliens de l'intérieur. On parle aussi des intellectuels maliens de l'extérieur. Et donc, l'association dont je suis le président, APUMAF, a été mise en place pour accompagner le processus de développement économique et social au Mali, à travers un pont qui est tissé entre les intellectuels maliens de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Et donc, cette association débouche forcément sur des idées innovantes, sur des projets innovants. Et donc, ça permet justement de prendre en charge un certain nombre de thématiques fortes sur la jeunesse, sur la question de l'éducation, sur la question de la formation ou de l'insertion professionnelle des diplômés universitaires. Encore trop de diplômés se baladent dans la nature une fois qu'ils ont obtenu le diplôme et ils ne parviennent pas à s'insérer. Et donc, multiplier ces espaces d'échange entre intellectuels maliens de l'intérieur et ceux de l'extérieur permet inévitablement de prendre en charge un certain nombre de choses pour une meilleure réussite. Madame Tangara, aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train de faire concrètement? Quelle est la politique dédiée à ces jeunes de la diaspora pour revenir investir ou travailler dans le pays? Nous avons, comme vous le savez, la politique nationale de migration qui a été adoptée en Conseil des ministres le 3 septembre 2014. Ce n'est pas seulement un document, j'espère. Ce n'est pas seulement un document. Nous sommes aujourd'hui dans la mise en œuvre. Et Tchefi vient de parler de son association, la PUMAF. Nous travaillons directement avec la PUMAF parce qu'il n'y a pas longtemps, j'étais en France en mission. Avec le programme TOCTEN. Le programme TOCTEN est géré par le ministère des Maliens de l'extérieur. C'est un programme qui gère les intellectuels de la diaspora malienne, non seulement en France, mais dans beaucoup d'autres pays. Nous savons que, je viens de dire que nous avons de l'expertise. Aujourd'hui, les Maliens sont spécialisés dans beaucoup de domaines et le Mali a besoin de tous ses fils pour le développement. Et donc, aller vers ces jeunes, nous n'avons pas certaines compétences à l'intérieur, mais à l'extérieur, nous les avons. Donc nous allons vers eux, nous allons demander leur appui et ils le font généralement, pratiquement gratuitement pour l'État malien. C'est-à-dire que l'État prend en charge les billets d'avion, l'État prend en charge leur séjour, mais en réalité, au-delà de ça, pour la consultation... Vous savez que j'aime bien les chiffres. À ce jour, vous êtes parvenu à faire revenir combien de jeunes? Dans le cadre du TOCTEN, oui. Les faire venir, nous n'avons pas l'intention de faire venir la diaspora s'ils n'ont pas eux-mêmes envie de venir. D'accord. Donc je suppose que vous n'avez pas envie de venir? Non. J'ai une volonté de revenir. D'accord. Voilà. Je veux dire, globalement, est-ce que la jeunesse de la diaspora a envie de revenir, à votre avis? Écoutez, posez la question à l'inverse. Pourquoi on n'est pas parti en Guinée ou en Côte d'Ivoire? Nous sommes venus dans le pays. C'est là que nous aimons ces pays-là. D'accord. Personnellement, je suis installé depuis 2009.
avec plein de difficultés, mais on arrive à avancer. Donc on a vraiment, personnellement, je suis installé, c'est-à-dire que tous les 2 mois, même si ma famille est installée à Paris, mais mon bureau c'est au Mali. D'accord. Donc et avec l'ensemble des jeunes du Mali, on essaye de bouger les choses. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont quand même réticents à revenir parce que simplement ils sont confrontés à pas mal de difficultés pour s'insérer dans le tissu économique du pays. Absolument. Il y a beaucoup de jeunes qui sont réticents parce que des dispositifs d'accueil et d'accompagnement des jeunes qui prennent le chemin du retour n'existent pas. N'existe toujours pas. Je vais vous donner un exemple. Il y a un jeune... En dépit de la politique nationale de migration présentée tout à l'heure par madame. La politique nationale, bon, c'est dans les formes, ça existe, mais concrètement, il y a des jeunes, quand ils viennent, ils rencontrent pas mal de difficultés pour s'insérer. C'est-à-dire qu'il y a un jeune qui a obtenu son doctorat, quelqu'un qui travaille avec moi, et quand il a eu son doctorat en France, un beau jour, je les appelle les plus courageux d'entre nous, un beau jour, il a dit, tiens, je rentre pour venir aider mon pays au développement. Avec un doctorat. Avec un doctorat. Et quand il est rentré, bon, il a mis pas mal de mois, il a mis quasiment 10 mois avant de trouver une activité professionnelle, 10 mois. Donc 10 mois de difficulté, on ne peut pas tous supporter cela. Donc certains préfèrent rester en France, c'est ça le problème. Rester en France avec un diplôme élevé et occuper des emplois qui sont inférieurs à leur niveau de qualification plutôt que de rentrer et rencontrer des difficultés. Moi je pense qu'aujourd'hui il est nécessaire de multiplier des expériences et des dispositifs qui permettent de mieux accompagner ces intellectuels maliens qui prennent le chemin du retour. Il faut nécessairement les accueillir. Et puisque, bon, il y en a certains qui veulent retourner et d'autres qui souhaitent rester là-bas. Donc pour ces plus courageux, je crois que maintenant, il est nécessaire de multiplier ces expériences pour mieux les accueillir. Ça fait encore défaut. Vous voulez réagir, Madame Tanga? Je veux réagir parce que tous ces jeunes qui arrivent pour chercher du travail, il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils ont quand même un ministère de tutelle. Moi, j'en connais beaucoup qui sont venus directement au ministère ou avant de venir, qui ont écrit directement, nous voulons venir, quelles sont les démarches à suivre. Et nous avons seulement pour 2015... Généralement, c'est ce qui manque. Généralement, c'est ce qui manque. Généralement, ils ne savent pas qu'ils doivent s'adresser directement à leur ministère de tutelle. S'ils s'adressent à leur ministère de tutelle, nous avons la volonté de les accompagner. Monsieur Aïdara est là. Là, je donne l'engagement, venez nous voir, nous allons vous accompagner. Et nous avons accompagné pas mal de jeunes qui sont arrivés, parce que peut-être qu'ils n'ont pas l'information pour dire que s'ils arrivent au Mali, ou s'ils ont l'intention de venir s'établir définitivement au Mali, ils doivent passer par leur ministère de tutelle. Et nous sommes là pour eux. Nous allons les aider dans les démarches. Certainement que l'information ne passe pas. On va continuer le débat tout à l'heure. Nous avons recueilli également le témoignage d'une jeune malienne de la diaspora sur les difficultés qu'elle rencontre particulièrement à son niveau. Je vous propose de l'écouter. Je pense que oui. Et c'est un message que je souligne, même là, c'est une opportunité d'être ici pour le forum de Bamako. Et la diaspora, moi, je me définis comme cet enfant de la mondialisation, ici d'un métissage nord-sud. Et en France, on est appelé la génération, on nous appelle la génération Y, c'est-à-dire la génération de l'innovation qui casse tout, qui innove tout et ce qui se voit. Et notre force aussi, c'est d'être issu du continent de l'Afrique. Donc ça veut dire qu'on a cette double compétence qu'on peut mixer via notre culture, notre expérience qui est vraiment le fruit de l'innovation. Et tous les porteurs de projets que je côtoie à Paris, c'est vraiment des gens très très compétents qui sont vraiment sur de l'innovation, qui apportent des merveilles en Afrique. Mais malheureusement, je le dis, on n'est pas beaucoup écouté et le gouvernement a tendance à ne pas nous tendre la main et je pense qu'il faut vraiment le faire parce que tous les projets sont créatrices d'emplois directs et indirects. On est vraiment une force et une valeur ajoutée pour le continent. Et notre objectif, c'est vraiment de travailler avec les jeunes locaux et pour montrer l'exemple et aussi émerger ensemble. Avant que le gouvernement ne réagisse, vous donnez raison à cette bonne dame? Il faut voir les deux côtés. Il faut voir les deux côtés. La vérité n'est jamais d'un seul côté. Il faut essayer d'être objectif. Nous, les Maliens issus de la diaspora, quand nous venons, nous sommes un peu speed. C'est une réalité. On a un projet bien ficelé, bien réfléchi.
quand nous venons dans le pays aussi, il y a une question de température. C'est-à-dire qu'il faut prendre la température du pays. Et c'est vrai que parfois, le temps du pays, de notre pays d'origine, notre temps, on n'arrive pas à mettre en synchro. Donc ça pose des difficultés. J'ai été moi-même, je suis venu depuis 2009, j'ai installé l'entreprise. Donc parfois, il y a ce travail à faire. De l'autre côté aussi, au niveau de l'État et au niveau même de la population, je pense qu'il y a une distance. Il y a une distance, je ne dirais pas une forme de concurrence, mais ils viennent en tant qu'experts, ils viennent, je connais tout. Il y a cette difficulté aussi qui est d'autres culturelle. Mais à un moment donné, avec le temps, on arrive à dépasser tout cela, je pense. Vous donnez raison à cette bonne dame ou pas? Il faut relativiser. En fait, effectivement, moi, je suis dans le cas où je suis arrivé. J'avais déjà pris le temps de contacter un certain nombre d'énergies et de ministères, parce qu'aujourd'hui, nous, c'est plutôt le ministère des Énergies qui nous intéresserait, des investissements, parce que j'ai 3 actionnaires avec moi qui sont venus, qui sont déplacés, qui ne sont pas forcément d'origine malienne. Et en plus de ça, il y a le ministère de la diaspora et des Maliens de l'extérieur. Donc j'ai rencontré ces ministres, et bien sûr, sans oublier M. Babi, ministère de la Jeunesse et de la Formation professionnelle. Tous ces gens-là, j'ai eu l'occasion de les rencontrer. J'avais en amont, bien sûr, pris le temps d'envoyer des courriers pour mieux préparer le terrain. Il a dit quelque chose de très intéressant, c'est que nous, on a mis en place un business plan. On a mis en place un deadline qu'il faut qu'on essaie de respecter. La notion de culture est très importante. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup vécu en Chine. Au niveau du business, les Chinois, ils ont une façon de faire le business. Les Français ont une autre façon de faire le business, qui sont très carrés. Ils font les choses dans les règles. Au Mali ou en Afrique, dans la globalité, on n'a pas la même façon de faire des affaires. Il faut juste connaître la culture, il faut prendre le temps de comprendre et surtout s'adapter, d'où la flexibilité des choses. Mais il y a une chose sur laquelle moi je veux quand même insister, c'est que ce qu'elle a dit, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Il y a la lourdeur, il y a le temps que les choses se mettent en place. C'est plus difficile, mais moi je sais qu'il y a toujours quelque chose qui est hyper important, c'est la persévérance. Et je termine sur un dernier point, c'est qu'aujourd'hui on parle de la diaspora qui a envie de venir en Afrique, qui a envie de venir au Mali. Moi je pense que le premier défi, c'est soi-même en fait, c'est vraiment arriver à faire le premier pas. Nous, aujourd'hui, on a une zone de confort en France. Aujourd'hui, j'ai un appartement, j'ai madame qui a... Enfin, tout est fait dans une règle où on a une zone de confort. Laissez tout ça, revenir au Mali. Il a dit quelque chose de très important aussi. Ouais. Le temps de s'adapter, 9 mois, soit vous avez de la famille ici qui peut vous prendre en charge, etc., avant de démarrer la chose, soit vous avez un business qui est déjà commencé, qui a lancé, et que vous avez commencé à mettre en place un processus de commercialisation. Et là, vous pouvez rentrer dans vos coûts de revient. Mais vous voyez, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte, et c'est pas facile. Donc voilà. Donc, La jeunesse n'est pas très écoutée par le gouvernement, vous pensez? Bon, je pense que... je ne vais pas parler à la place du gouvernement, je parle avec ma casquette de président de la PUMAF. Ce n'est pas toujours facile de travailler avec les gouvernements. Il y a quelque chose qui a été annoncé dans le reportage qu'on vient d'écouter qui est un mot très fort, c'est de faire avec les locaux. Et ça, c'est très important. L'association que nous avons mis en place ambitionne de faire avec des acteurs locaux, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va copiloter un certain nombre de projets pour le développement. Et je crois qu'aujourd'hui, le renouveau malien peut passer par sa diaspora à condition qu'on parvienne à mettre en place un système d'écoute, un système d'échange interactif qui permet d'assurer collectivement des projets. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important vers lequel il faut tendre aujourd'hui. Bon, très récemment, l'association a organisé un colloque international sur la question de la jeunesse entre autonomie, mobilisation et exclusion. Nous l'avons porté ici au Mali en essayant de faire avec les acteurs locaux. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a des façons d'être, il y a des cultures, une culture institutionnelle, une culture de service. Donc il faut prendre la mesure de tout cela. Et donc pour l'organisation de ce colloque, nous avons eu beaucoup de difficultés pour le mettre en place au Mali. Madame Tangara, que répondez-vous à cette jeune dame qui vous accuse directement? Oui, la jeune dame n'accuse pas directement. Elle a sa vision. D'accord. Elle a sa vision des choses. Et mon frère vient de dire, la vérité n'est pas toujours d'un seul côté. Hein. La vérité n'est pas toujours d'un seul côté. Elle est toujours partagée? Elle est toujours partagée. Moi, je dis quoi? La jeunesse de la diaspora... On voit toujours la justice qui penche la vérité d'un côté. Moi, je dis, la jeunesse de la diaspora se bat. Elle se bat et aujourd'hui, le devoir de l'État, c'est vraiment d'accompagner cette jeunesse. Mais que répondez-vous concrètement? Moi, ce que je réponds à cette dame, c'est que, en fait, elle a en partie raison. Dire qu'on n'est pas tout à fait à l'écoute de la diaspora malienne, à l'écoute de la jeunesse malienne. Pourquoi? Parce qu'il y a une distance. Ce que je veux dire est concret.
par exemple, lui, il est issu de la diaspora. Mais aujourd'hui, il a un lien fort avec le Mali. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il a été intéressé par cette culture. Peut-être que la famille l'a envoyé tout le temps en vacances. Aujourd'hui, il est imprégné de la culture malienne. Et une diaspora déconnectée de sa culture, aujourd'hui, dire que quelqu'un qui a été déconnecté depuis très longtemps, venir intégrer, en fait, ce n'est pas évident. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, le ministère des Maliens de l'extérieur se bat à mettre en place, en fait, une quinzaine de la jeunesse de la diaspora. Quinzaine, ça veut dire quoi? Ce n'est pas sous forme de colonie qu'on connaissait avant, mais des enfants de 8 à 16 ans. Nous voulons les accueillir pendant les vacances, pendant les grandes vacances. C'est-à-dire pendant au minimum 15 jours, avoir ces enfants. À votre charge ou à leur charge? À notre charge. D'accord. À la charge de l'État malien, pour les faire venir. Et pendant 15 jours, ces enfants vont avoir en fait une connexion avec les enfants, pas issus de la diaspora cette fois-ci, avec les enfants maliens. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils vont pouvoir tisser des liens. Et ces enfants que nous pourrons suivre de pas à pas. Parce qu'il y a des talents parmi eux que le Mali pourra récupérer un jour. Donc nous voulons en fait cette culture de la citoyenneté, qu'on puisse inculquer ça à nos enfants, parce que si je dis nos enfants, même s'ils sont issus de la diaspora, ce sont les Maliens avant tout. Monsieur Toumagno, moi, il y a un cas particulier quand même qui me tient à cœur. Ce sont ces dizaines et des dizaines de jeunes qui se trouvent en France, aux États-Unis et ailleurs, qui n'ont pas les moyens de revenir. On sait qu'ils se débrouillent pour faire des études. Ils terminent, ils n'ont pas les moyens de prendre un billet, ils n'ont pas les moyens de venir s'installer. Ils n'ont aucun moyen, ils préfèrent travailler dans les petits restos, ils préfèrent travailler dans de petites entreprises, gagner petit à petit leur quotidien. Comment est-ce que vous réagissez à deux cas pareils? Vous en connaissez pas mal, j'imagine. Très bien. Très bien, donc j'ai la chance toujours de vivre entre les deux pays, entre la France et le Mali. Tous les 2 mois, je suis dans l'avion. Et très souvent, comme des compatriotes, je veux dire les franco-maliens qui sont installés, m'appellent « Ah ben, docteur Toumagnon, tu as installé une entreprise au Mali, moi j'ai envie de venir, comment ça se passe ?» Donc il y a la question de la peur. Il y a la question de la peur. J'ai eu aussi la chance de travailler sur la migration. Vous savez, au bout de 5 ans, un immigré, il a plutôt tendance à s'attacher à son pays d'accueil qu'à son pays d'origine. Ah oui. Donc, qui dit s'installer, c'est marier, c'est avoir un travail, etc. Donc, tous ces conforts dont, je pense Aïdara vient de dire, et du coup, l'entrepreneuriat, c'est une prise de risque. Donc, tiens, je laisse tout, je viens dans mon pays parce que j'aime mon pays. Mais ils n'ont même pas les moyens de revenir, justement. Oui, il y a plusieurs cas de figure. Plusieurs cas de figure. Parfois, c'est pas, je pense qu'en réalité, ce n'est pas le prix du billet qui pose vraiment problème. C'est de se dire, ben, si je viens au Mali, c'est que je ne veux pas tout perdre. C'est ça la question. Donc, c'est là où l'État peut créer un cadre qui va permettre d'accueillir ces personnes et de les accompagner pendant 1 an, 2 ans. Quand moi je suis venu, j'ai travaillé au CNRS, le Centre national de recherche scientifique en France. Laisser tout cela avec un salaire et venir au Mali tout recommencer à zéro, c'est pas évident. Vous en connaissez pas mal de jeunes qui vivent dans des difficultés, qui ont peur de revenir. C'est la réalité. C'est vrai que j'en connais beaucoup des personnes qui travaillent à KFC, McDo, etc., qui aujourd'hui ont une volonté de venir ici, mais qui n'arrivent pas à pouvoir faire le premier pas. C'est vraiment le premier pas, il est très important. Quand il a dit vraiment, quand vous avez une famille, vous avez fondé une famille en France et que vous avez votre train-train de vie, métro, boulot, dodo, je vous assure que c'est très difficile de se dire qu'un jour comme ça, je prends tout, je ferme tout et je viens au Mali pour créer quelque chose. D'autant plus que vous avez dit quelque chose assez important, c'est qu'on a des fois une image différente de la diaspora. Parce que ils peuvent être considérés comme des personnes, certes intellectuelles, mais il y a des personnes même qui sont dans le domaine de BTP, où on a besoin de ces gens-là qui peuvent rentrer aussi pour contribuer au développement du Mali. Mais il y a un point sur lequel je voulais quand même vous faire part aussi, c'est que ces gens-là, quand ils sont en France, il y a des structures qui existent, qui peuvent les accompagner, qui peuvent les aider à payer des billets d'avion, qui peuvent les aider à préparer. Alors, je pense à l'OFI, par exemple, pour la partie immigration, c'est des gens qui ont envie, qui sont pas forcément, alors je prends le cas, qui sont pas forcément français, qui ont envie de rentrer au pays, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de moyens, carrément qui n'ont pas de moyens, mais qui ont un projet ficelé de A à Z,
ils peuvent avoir une enveloppe de 5 000 euros, 5 000, 10 000 euros qui vous permet de payer votre billet d'avion et les 2-3 premiers mois de pouvoir mettre en place quelque chose. C'est l'une des conditions sine qua non pour rentrer définitivement et que vous ne voulez pas vous installer en France durablement. C'est des systèmes qui existent aujourd'hui. D'accord. Et quelle pensée avez-vous pour ces jeunes, monsieur, ces jeunes qui sont dans des difficultés, qui veulent revenir ou qui ont peur de revenir, faute de moyens? Oui. Vous en connaissez beaucoup, j'imagine, surtout en tant que président d'une association. D'une association, oui. Il y en a beaucoup en France. Il y en a beaucoup parce que aussi je suis enseignant à l'université en France et que je rencontre beaucoup des compatriotes maliens qui viennent faire des études là-bas. Très récemment, j'ai sorti avec des collègues un livre sur la jeunesse malienne où moi-même j'ai inséré un article qui porte sur la réussite. C'est le livre qui est là? C'est le livre qui est là. La jeunesse malienne entre mobilisation, exclusion et autonomie. Et donc, dans cet ouvrage, il y a un article qui porte sur la réussite des étudiants maliens en France. Et donc, quand on parle de la réussite des étudiants maliens en France, on parle de leur réussite au diplôme, mais on parle aussi de leur insertion professionnelle, qui est une dimension de la réussite non négligeable. Et donc, l'insertion professionnelle des Maliens en France est très difficile. Et donc, ces jeunes préfèrent occuper des emplois qui sont inférieurs à leur niveau de qualification. Et ne souhaitent pas revenir dans le pays d'origine où on peut avoir des conditions d'insertion plus confortables. Mais comme je l'ai indiqué, il n'y a pas de dispositif en fait. Il peut y avoir des volontés d'accompagnement et il faut que ces volontés se transforment en dispositifs. Ce n'est pas la même chose quand on met en place un dispositif que si on annonce qu'on a la volonté d'accompagner. Il faut que ça se matérialise par des éléments. Quand est-ce que ça va se matérialiser, ce dispositif? Moi, je pense qu'il faut aller à l'information. Je pense qu'aujourd'hui, nous faisons tout. Le dispositif est là? Même s'il y a des concours de la fonction publique, il y a des concours en fait par-ci, par-là, sur le site du ministère des Maliens de l'extérieur, nous essayons d'insérer en fait toutes les nouvelles. Donc, il faut aller à l'information. C'est vrai, le ministère des Maliens de l'extérieur aussi a un rôle à jouer concernant ça. Les campagnes de sensibilisation. Généralement, nous nous focalisons sur la campagne de sensibilisation dans les zones de départ. N'allez pas d'une façon irrégulière, ne faites pas ceci ou cela. Mais aujourd'hui, nous devons aussi aller à l'extérieur, sensibiliser nos compatriotes de l'extérieur pour dire quoi? Pour dire que, en fait, si vous voulez du travail dans tel ou tel domaine, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, moi, je connais beaucoup de jeunes de la diaspora qui sont revenus et qui se sont bien insérés aujourd'hui dans la société malienne et qui font bouger les choses. Donc, je pense que, en fait, il y a des difficultés, Tiefin, je suis d'accord, il y a des difficultés, mais il faut aussi que les gens aillent à l'information. Moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a un doctorat, par exemple, en statistique, le Mali en a tellement besoin, chaque année, il y a des appels à candidature, on n'arrive pas à trouver, mais que ce même docteur en statistique reste en France. Dans un McDo? Pas dans un McDo, j'en connais un qui est maître chien. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Et donc, je me dis, on a peur de l'inconnu. C'est vrai qu'on a peur de l'inconnu, mais comme on le dit en Bambara, c'est notre culture, c'est notre pays, c'est notre patrie. Qui dit patrie dit héritage paternel. Donc, quelque part, c'est à nous tous de construire ce pays. On ne peut pas rester en fait en retrait pour dire que tout est mauvais au pays. Non, non, tout n'est pas mauvais. C'est à nous aussi, c'est aussi à la diaspora de construire ce pays. Donc il faut qu'on inculque ça. Dans cette émission, nous donnons également la parole à ce dont moi je qualifie toujours de vrais gens. C'est monsieur tout le monde. Hein. Et nous avons promené notre micro dans la capitale malienne pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui de l'apport de la diaspora dans le développement du pays. Écoutons les uns et les autres et c'est en Bamanakan. Ni aventure ni aboya ma be do formation ni ka abi chamba de formation ni ka parce que barate bara fuite be clé be commerce la be clé ti dorme soro barate jamana fa voilà ni mun go capital do ni am to kata do ni fe mal fe anti bo fenti barate e arama demba ni fli gele anye stranya kama we fentanya suno arama dembe ni ka dai mais ni aybe do fenora yi boli yere baro yi se ka bo be be sa me be alam ne ka do la o gele ade ko do kam sa ko do ake na be jera na nga faso ni dilanga bulu nyoma nga janga na dilanga ngo fe alu tura ko fe o se ka de min ke jabara yo ka dilanga na fo munu me na ku bunu ka investment ke nu be sira jamana ka
kungo ɲɛ i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ texte baw fɔ ou bien u b'a fɔ n'i bɛ na n'i ka nin fɛn dayɛlɛ ne ta ye nin y'a la ne ta ye nin y'a la jamana ɲɛmɔgɔw k'a cɛ olu ka dabila yuruguyurugu ni surɔfɛnko ka se ka dabila o niveau la yaasa jamanaden minnu bɛ kɔfɛ n'u bɛ fɛ ka na baara kɛ u ka se ka na baara kɛ jamana kɔnɔ parce que n'olu nali fɔra tuma an bɛ mun ye k'a fɔ ko wula cɛ u ka na baara kɛ ko gouvernement b'a fɔ nin ka di ne ma ou bien mɔgɔ dɔ bɛ baara la b'a fɔ nin ka di ne ma nin ka kɛ ne ta ye n'o ma kɛ u b'a ka minɛnw cɛ u bɛ segin ka taa jamana wɛrɛ la ka taa baara kɛ maliyɛn caman bɛ yɔrɔ wɛrɛ u kɛra investment bɛ yen an b'u tɔgɔ mɛn an b'u dɔn an yɛrɛ somɔgɔw b'a la yɛrɛ fɛnɛ. Tungala taga ko ɲuman don n'a y'a sɔrɔ n'i taara tunga fɛ ni hakili b'i somɔgɔw la mais n'i taara tunga fɛ ka taa hakilina wɛrɛ ta ne ka jate la o tɛ ko ɲuman ye. Tungala taga nafa ka bon Mali kan kosɛbɛ parce que mɔgɔ minnu bɛ tunga fɛ u bɛ nafa caman ɲɛ Mali ye u b'u to yen ka wari minnu bila ka na a bɛ ko caman dilan n'i y'a jateminɛ an ka duw kɔnɔ bi du caman bɛ yen u ka mɔgɔw bɛ kɔfɛ n t'a fɔ u jɔlen don du ya 100% mais u nɔba bɛ du ka dɛmɛ la. Tungaranke bɛ jamana min kan a n'a fa jamana parce que tungaranke dɔw n'u taara u bɛ wariw bila ka na u parents fɛ yen dɔw bɛ sojɔw kɛ bon dɔw b'u musow yɛrɛ furu quoi yaya bon u bɛ baara kɛ jamana min fana kan forcément olu fana bɛ intérêt dɔ sɔrɔ a la. bɛ mɛn yan u tɛ baara la baara min bɛ sɔrɔ yan baara yɛrɛ bɛ di minnu ma u b'a sous-traiter fɔlɔ ni min kan ka sa 1000 i t'a sɔrɔ a bɛ di minnu ma k'a kɛ a tɛ tɛmɛ 400 500. Bon est-ce que e ka denbaya balo o la donc ka baara wɛrɛ ɲɛ i yɛrɛ bana b'o la fɛn bɛɛ b'o la yɔrɔ o kɔni tɛ wari ye ne bɛ se k'i mago ɲɛ bon n'i taara tunga na o buruburu bɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ se k'i to yen ka ko caman dilan o la yan nɔ bon donc o la n'i ko nafa ka dɔgɔ a nafa man dɔgɔ o ye nkalon i ye nkalon tigɛ donc nafa yɛrɛ i bɛ se ka baara k'i yɛrɛ ye caman bɛ yen olu bɛ ka so jɔ ka so ɲumanw jɔ yan k'u to yen k'a jɔ yan caman bɛ yen olu bɛ k'u to yen k'u ka denbayaw ta ka balo bila du kɔnɔ e b'a hakili la ni denbaya kɔni ni balo bɛ yen kɔni hakili tigɛra. Que répondez-vous à ces différents interlocuteurs qui pensent que tout est rose chez vous, à l'étranger? Tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Nous sommes, parfois je dis que la France est en décadence. Je le dis, je pèse mes mots. Ça reste le pays de l'innovation. Mais si vous remarquez très bien, tout ce qui est production, c'est en Asie. Si vous regardez très bien. Et les expertises en France vont, et les chefs d'entreprise vont en Chine pour produire. Donc la France, j'ai envie de dire, ne me donne pas d'espoir. Parce que vous jeunes, vous jeunes de la diaspora, êtes enviés par des jeunes qui sont ici dans le pays. Est-ce qu'il y a des choses à réaliser? Répondez, il va réagir tout à l'heure. Oui, on est enviés, mais on ne peut pas réduire la diaspora à l'envoi d'argent. Ce n'est pas intéressant. On bouffe cette somme et puis c'est fini. Mais il s'agit de créer de l'emploi. Quand je vois notre pays est plein d'opportunités, regardez l'immense territoire que nous avons. La jeunesse malienne doit comprendre ça. Dans le domaine de l'agriculture, dans mes temps perdus, je suis consultant, expert en évaluation de projets, mais dans mes temps perdus, ce matin, je viens du champ. Je travaille sur 2 hectares. Vous imaginez l'élevage des volailles, la pisciculture. Et je pense que ce pays, nous n'avons pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire. Et vous réagissez comment à cette problématique-là? Voilà. Je vais dans le même sens, mais en tout cas pour le premier élément. Et quand on écoute le reportage, les interventions, ce que l'on voit en filigrane, c'est la question de, quand on parle de la diaspora, c'est la question économique, c'est-à-dire l'envoi d'argent, le développement. Donc en fait, c'est une image qu'on renvoie qui n'est pas toujours une image fidèle de cette diaspora. Et le but de notre association, APUMAF, c'est aussi de montrer que l'apport économique n'est pas suffisant et qu'il faut aussi un apport scientifique et intellectuel. Et bien, quand on parle de la diaspora, on parle très peu de cet apport scientifique, de cet apport intellectuel. Et je crois qu'aujourd'hui, le message à envoyer aux autorités, donc au ministère des Maliens de l'extérieur, à toutes les autorités, c'est de travailler avec ces intellectuels maliens qui sont de l'extérieur. Je le dis à plusieurs reprises et je crois qu'aujourd'hui, c'est nécessaire de tisser ces relations. Monsieur Aïdara, que reprochez-vous à cette jeunesse malienne qui vous envie autant? Qu'est-ce que je reproche? Oui.
qui pensent que vous vivez sur de l'or quand même à l'étranger. C'est vrai que en fait, en les écoutant, j'ai trouvé ce que vous avez dit d'ailleurs, que en fait aujourd'hui, ils se sont basés vraiment sur la partie transfert d'argent. Il y a des grosses structures comme Western Union qui sont vraiment dans ce milieu et qui brassent beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de c'est un marché porteur. Mais en fait, aujourd'hui, notre pays a besoin de valeur ajoutée, création d'emplois. Le Mali, c'est un pays commerçant qui font de l'import-export. On va acheter une marchandise en Chine, on met de la valeur ajoutée, on met notre marge, on revend. Ça ne va pas. Sur le moyen terme, n'importe qui peut faire ça. Vous avez dit que la Chine, c'est vraiment une zone où on fait de la production. Effectivement, la France aujourd'hui est considérée comme pays de savoir-faire, innovation, etc. Mais au niveau de la production, le coût de production est très fort, ce qui fait qu'aujourd'hui on délocalise dans ces zones-là. Donc pour revenir à ce que vous avez dit, c'est hyper important aujourd'hui que en fait nos jeunes, les jeunes comme moi, qui sont ici aujourd'hui, ils prennent conscience que si on veut développer notre pays, c'est pas une opération one shot. Je dis ça comment ? C'est un travail en amont. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de faire. Le fait de venir mettre en place un atelier de fabrication à Bamako, ça mérite... Justement, ça m'amène à présenter, à vous demander à présenter un certain nombre d'outils quand même que vous avez avec vous ici. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Dites-nous en 2 minutes. En fait, moi, j'ai créé une société qui fait des fabrications de lanternes solaires. En fait, depuis 2011, on a eu un partenaire en Chine avec qui on fabrique en fait des lanternes solaires. Les lanternes solaires, c'est des lanternes qui remplacent les lampes à tempête, qui marchent avec du pétrole, du kérosène. C'est un produit qui n'est pas forcément écologique, parce que c'est toxique avec le dioxyde de carbone, et surtout, c'est pas économique parce qu'il faut acheter du pétrole tout le temps. Et puis, des fois, ça peut créer même des incendies pour les enfants. Nous, les lanternes solaires, c'est un procédé qui est très simple. On a une batterie avec un bouton poussoir, avec des connectiques qui permet avec un panneau solaire, celui du panneau photovoltaïque, d'absorber l'énergie solaire, de le stocker, de le capter et de l'utiliser le soir. Pour les enfants qui veulent faire des études le soir, pour les femmes qui veulent faire de la couture le soir. On va présenter les outils très vite. Ça, c'est un exemple rapidement. C'est un proto. Cette fois-ci, en fait, ce qu'on veut mettre en place à Bamako, c'est mélanger l'industrie avec l'artisan. C'est fait avec des produits bois locaux, avec du bambou. Ça, c'est un LED qui marche avec un port USB et qui peut charger votre téléphone dessus. C'est comme un couteau suisse. Vous pouvez l'allumer, vous pouvez l'allumer pour la caméra. D'accord. Donc, celui-là, par exemple, c'est avec du plastique injecté, mais biodégradable. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a intégré des produits de récupération. C'est quoi ? C'est des produits qu'on trouve dans les cornichons, qu'on trouve pour les épinards, etc. Ça, lorsque vous le jetez, c'est pas forcément quelque chose nous, on les récupère. Ça crée une filière de récupération. C'est juste ça qu'on le met sur le boîtier et ça vous permet que vous le mettez sur la table et vous l'utilisez pour travailler le soir. C'est juste un mélange. Et donc, tout ça pour vous dire que c'est la création de valeur ajoutée, création d'emplois qu'on peut faire développer notre pays. Très bien. Maliens de l'extérieur, comment est-ce que vous réagissez à ces 3 interventions et aux uns et aux autres que vous venez d'écouter tout à l'heure? Moi, ce que je viens de voir, je vois qu'on réduit tout à l'envoi d'argent. On aime ça ici. On fait des Maliens de l'extérieur, les faiseurs de Western Union. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je dis qu'en fait, il y a tellement, aujourd'hui, nous avons, en fait, notre diaspora est intellectuelle, notre diaspora est qualifiée, notre diaspora peut aujourd'hui créer des emplois au Mali. Nous, au ministère des Maliens de l'extérieur, nous ne nous focalisons plus sur, en fait, ces envois de milliards, parce que les Maliens de l'extérieur envoient au minimum 400 milliards de francs CFA par an au Mali. C'est énorme. Et l'impact est peu visible. L'impact est peu visible parce que 90% de cette somme va dans le social. Nous faisons des grands mariages, mais les Maliens de l'extérieur nourrissent beaucoup de bouches étant en fait à l'extérieur. Et du coup, ils font quoi en envoyant autant d'argent? C'est-à-dire que c'est l'assistanat. Même les jeunes, en fait, ont complètement abandonné certains secteurs, comme l'agriculture, comme vient de le dire mon frère. Ils ont abandonné l'élevage, ils ont abandonné, en fait, des choses qui étaient porteurs. Aujourd'hui, on attend que l'oncle envoie de l'argent. On attend que la tante fasse ceci ou cela. Et ce que nous demandons aux Maliens de l'extérieur, c'est faire de l'investissement productif. En fait, Aïdara veut revenir, bienvenue, il va créer de l'emploi. Ce que nous venons de voir tout de suite, les lampes qu'il nous a montrées, mais je dis bravo. Bravo, ça va créer de l'emploi.
Et c'est ce que nous demandons aux Maliens de l'extérieur. On ne les demande pas de ne pas envoyer de l'argent, on ne les demande pas de ne pas en fait assister. Mais au lieu de donner tout le temps du poisson à quelqu'un, c'est un proverbe chinois, il faut apprendre à ces gens à pêcher. Et s'ils arrivent à pêcher, nous sommes sûrs que cette pauvreté, nous sommes sûrs que cette misère que nous voyons au Mali va vraiment diminuer. Nous acheminons progressivement vers la fin de cette émission. On va faire un dernier tour de table. Moi, je n'ai pas évoqué toutes les questions. Vous avez certainement des choses qui vous tiennent à cœur. Vous avez certainement des messages à l'endroit de la jeunesse malienne ici, à Bamako, au Mali. Vous avez certainement des messages à l'endroit des jeunes qui vivent hors du Mali, en France, aux États-Unis, au Japon, en Chine, ailleurs. D'abord, je commencerai par vous. Si vous avez un message à leur endroit, si vous avez un message qui vous tient à cœur, c'est quoi ce message ce soir? Et vous pouvez vous adresser directement à la caméra. Un message à envoyer à la jeunesse malienne, qui soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Il y a un Français que j'affectionne beaucoup, qui est décédé très récemment, c'est Stéphane Hessel. Il dit le pire dans le comportement humain, c'est l'indifférence. Donc l'indifférence, c'est de voir une situation, de constater une situation et de rester passif. Nous devons obligatoirement nous engager aujourd'hui, nous engager pour le développement de ce pays. Puisque aujourd'hui, la construction du Mali, c'est nous tous. Donc chaque frange de la société, y compris les jeunes, doit jouer sa partition dans la construction de l'édifice social. Et c'est à ce titre, c'est ce message que je tenais à lancer à l'endroit de la jeunesse malienne. Vous avez votre rôle à jouer, eh bien saisissez cette occasion. Puisque le Mali, là, ce n'est pas les autres qui vont construire à notre place, c'est nous-mêmes. Monsieur Aïdara, je reviens vers vous également, même exercice pour boucler cette émission. Moi, je vais être très bref. Je dirais que vraiment, la jeunesse, que ce soit malienne en France, ou malienne au Mali, ou malienne en Chine ou ailleurs, c'est vraiment, je dirais que vraiment, c'est croire à son projet, croire à son étoile, croire vraiment à sa volonté de faire quelque chose, de réussir à faire quelque chose. Peu importe que ce soit une petite chose, mais arriver à faire quelque chose. Et moi, je dirais aussi une dernière chose, c'est vraiment de la persévérance. Parce qu'aujourd'hui, on aura toujours des échecs ou des difficultés. Mais il faut persévérer. Et je pense qu'avec la persévérance, on arrive à arriver à ses fins. Et dernière chose, c'est l'engagement. Certains pays, tels que la Chine, d'autres zones, ils sont très engagés pour leur pays. Il faut qu'on ait cette volonté de s'engager vraiment pour essayer de faire des choses ensemble. Tout seul, on ne pourra jamais le faire. Je veux dire, tout seul, on ne pourra jamais. Madame Tangara, oui. Votre dernier mot? Moi, mon dernier mot, c'est d'abord à l'endroit de la jeunesse malienne au Mali, et qui pense que l'Eldorado est ailleurs. Et l'Eldorado n'est pas ailleurs, c'est chez nous ici au Mali. Et c'est à nous de développer ce pays. Nous refusons de faire certains travaux ici chez nous. Nous allons nous tuer à l'extérieur, où souvent la migration irrégulière, en voulant aller chercher l'Eldorado ailleurs, on perd même souvent la vie. Croyons en nous, et nous allons nous développer. Et à la jeunesse de la diaspora, je dis que, en fait, quoi que nous fassions, que nous restions 100 ans, 200 ans ailleurs, nous serons toujours étrangers dans ces pays. Et il faut toujours penser à revenir, et revenir à temps. Parce que souvent, on arrive après la retraite, on a tout donné à l'extérieur, on arrive fatigué. Qu'est-ce qu'on pourra faire? On ne pourra absolument rien faire. On envoie de l'argent pour investir, mais l'argent là n'est pas investi. Tout est parti dans le social. Donc revenons à temps, construisons ce Mali ensemble. Merci beaucoup, Madame Tangara. Et le tout dernier mot vous revient, Monsieur Toumagnon. Et je vois un livre avec vous, votre dernier message, et présentez-nous votre livre. Merci beaucoup. Et effectivement, on parle beaucoup d'expertise, et c'est dans ce cadre que j'ai écrit un bouquin récemment qui est sorti au mois de janvier, où je parle de la question de la santé de la femme et de l'enfant. Et j'ai fait un constat au Mali que notre économie est basée sur l'aide extérieure, et que nous pouvons prendre en charge notre système de santé, notre développement, en développant ce qu'on appelle une économie horizontale qui est issue de nos propres ressources. Et c'est ça qui est durable. Et ça, c'est vachement important. Deuxième chose, c'est aussi de dire, et au Mali, nous allons être confrontés à deux défis majeurs. C'est la question de la formation. Vous avez 30 secondes. De la formation et la question de l'alimentation. Dans 30 ans, nous serons 2 milliards d'Africains. Donc la question
de l'alimentation et la question de la formation. Donc j'interpelle vraiment la jeunesse malienne à devenir soi, comme dirait Jacques Attali, à devenir eux-mêmes. Si nous devenons nous-mêmes, nous avons la chance de changer notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Toumagnon. Merci, chers amis. Merci, Madame Tangara. On aura l'occasion encore une fois de se retrouver pour aborder d'autres questions qui concernent la diaspora, la jeunesse de la diaspora malienne. Merci à vous également qui nous suivez sur TM2. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir. Mais